chez Leroy Merlin pour 15 €, serré sur la porte de la pièce où j'avais corrigé des copies et classé mes dossiers pendant 22 ans. Là où je gardais les journaux intimes de mon défunt mari, là où chaque photographie de notre vie commune reposait sur les étagères exactement là où je les avais placées. Je suis restée plantée dans le couloir pendant un long moment. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas frappé à la porte de la chambre de mon fils pour exiger une explication. Je me suis contentée de rester là, à fixer ce cadenas, et j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas se briser, pas se fendre, mais basculer, comme une plaque tectonique qui aurait été sous pression pendant très longtemps. Décidant enfin qu'elle avait tenu assez longtemps, j'ai posé mes sacs de courses sur le plan de travail de la cuisine, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise à la table où j'avais nourri mes enfants au petit déjeuner pendant 30 ans. Et j'ai souri parce que j'attendais un signe. Et il était là, suspendu à ma porte, brillant sous la lumière du couloir. Je m'appelle Martine Lefebvre. J'ai 65 ans. Je suis une infirmière cadre retraitée qui a passé 30 ans à travailler aux Hospices civils de Lyon. Et avant cela, j'ai élevé 2 enfants dans cette maison. La maison que mon mari Jean-Pierre et moi avions achetée en 1987 pour 750 000 francs. La maison où ma fille Claire a fait ses premiers pas sur ce parquet en chêne. La maison où mon fils Julien a appris à faire du vélo dans l'allée devant le garage. Jean-Pierre est décédé il y a 6 ans. Un cancer du pancréas. Il est parti en 4 mois, du diagnostic à l'enterrement, et la rapidité de la chose m'a presque détruite. Mais j'ai gardé la maison. J'ai continué à travailler 2 ans de plus après sa mort. Puis j'ai pris ma retraite avec ma pension, mes économies et ma dignité intacte. Je veux que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Je n'étais pas une femme amère. Je n'étais pas seule de la manière dont les gens supposent qu'une veuve doit l'être. J'avais mon jardin en été. J'avais mon club de lecture le mercredi soir. J'avais Claire qui m'appelait tous les dimanches sans faute et qui descendait d'Annecy 3 ou 4 fois par an. J'avais une vie pleine, calme et satisfaisante dans la maison dont j'étais l'unique propriétaire. Quand Julien m'a appelé il y a 2 ans pour me dire que lui et sa femme Mathilde avaient du mal à payer le loyer de leur appartement à Villeurbanne, je n'ai pas hésité. Je lui ai dit de revenir à la maison. Tous les deux, j'avais de la place. Julien était mon fils. La famille prend soin de la famille. C'était quelque chose que Jean-Pierre disait souvent et j'y croyais de tout mon cœur. Ce que je n'avais pas compris et ce sur quoi je veux être honnête, c'est que je ne connaissais pas bien Mathilde. Julien était avec elle depuis 3 ans avant qu'il ne se marie et pendant ce temps, j'avais peut-être passé 40 ou 50 heures au total en sa présence. Elle était polie lors des repas de Noël. Elle posait les questions appropriées. Elle complimentait ma cuisine. Je pensais qu'elle était simplement une personne réservée, une personne secrète, comme certaines personnes le sont. Je me trompais sur ce point. Le premier mois où ils ont emménagé s'est bien passé. Mieux que bien, honnêtement. C'était agréable d'entendre à nouveau des pas dans la maison. Agréable de sentir l'odeur du café de quelqu'un d'autre infusé le matin. Julien m'a aidé à réparer la marche instable du perron arrière que j'avais l'intention de réparer depuis 2 ans. Mathilde a réorganisé le placard à épices, ce que je ne lui avais pas demandé de faire mais qui ne me dérangeait pas. Nous trouvions notre rythme, pensais-je. Le 2e mois, de petites choses ont commencé à se produire. Les meubles du salon ont été déplacés d'environ 50 cm vers la gauche. Pas de manière radicale, juste assez pour que toute la pièce me semble légèrement de travers. De la même manière qu'un tableau accroché de travers semble faux, même quand on ne peut pas immédiatement identifier pourquoi. Quand j'en ai parlé à Julien, il a dit que Mathilde trouvait que l'ancienne disposition rendait la pièce plus petite. J'ai dit que j'avais vécu dans cette pièce pendant 35 ans et que je la trouvais parfaitement confortable. Il a dit que ce n'était pas un drame, maman. Puis il y a eu les photographies. Jean-Pierre et moi avions des photos de mariage sur le mur du couloir à l'étage, notre voyage d'anniversaire en Bretagne en 2003. Une photo de nous 4, Julien, Claire, Jean-Pierre et moi à la remise des diplômes de Claire. Ces photographies étaient sur ce mur depuis des années et je passais devant chaque matin et chaque soir, et chaque fois que je montais à l'étage pour quoi que ce soit.
Et je ne peux pas vous expliquer de manière adéquate ce que cela signifiait pour moi de passer devant elles. Un samedi, je suis montée et j'ai découvert qu'elles avaient disparu. Pas déplacées, disparues. À leur place se trouvaient 3 grands cadres avec des impressions dans les tons gris et blancs, des formes abstraites, très modernes, le genre de choses que l'on voit dans les halls d'hôtel. Elles n'étaient pas laides, mais ce n'était pas ma famille. J'ai trouvé mes photos dans un carton dans le placard du couloir, enveloppées dans du papier journal. J'en ai parlé à Mathilde ce soir-là, calmement. Je veux être claire sur le fait que j'ai posé la question calmement. Elle a dit que le couloir avait besoin d'être modernisé, que les vieilles photos rendaient l'espace encombré. Elle l'a dit avec le même ton que l'on pourrait utiliser pour discuter de l'achat de lait demi-écrémé ou entier, de manière tout à fait factuelle. J'ai regardé mon fils. Il regardait son téléphone. J'ai emporté le carton de photos dans mon bureau où elle serait en sécurité et je n'ai plus rien dit ce soir-là. Mais je veux que vous compreniez ce qui se passait en moi. J'avais été infirmière pendant 30 ans. J'avais passé 3 décennies à apprendre à rester calme dans des situations qui feraient paniquer d'autres personnes. J'ai appris très tôt que les moments où l'on a le plus envie d'élever la voix sont souvent les moments qui exigent le plus de la baisser. Alors je suis restée calme. J'ai observé. J'ai attendu. Ce que j'observais était un schéma. Mathilde ne se sentait pas chez elle dans ma maison. Elle faisait de ma maison son foyer. Il y a une différence et elle n'est pas subtile. Au 4e mois, elle avait remplacé les rideaux de la cuisine, du lin beige que j'avais suspendu il y a 15 ans, par des stores enrouleurs blancs. Elle avait enlevé le coq en céramique qui trônait sur le rebord de la fenêtre à côté de l'évier, une pièce que j'avais achetée dans une foire artisanale à Pérouge l'été où Claire avait 7 ans. Quand j'ai demandé où était le coq, elle a dit qu'elle l'avait mis au garage parce qu'il prenait de la place sur le plan de travail. Mon coq, sur mon plan de travail, dans ma cuisine. Elle avait aussi commencé à désigner la maison dans la conversation comme notre chez nous, comme dans j'invite quelques amis chez nous samedi, ou comme dans nous devrions vraiment repeindre la salle à manger, notre chez nous a besoin d'un coup de frais. La première fois que je l'ai entendu dire cela, je me suis dit que j'étais trop sensible. La deuxième fois, j'ai pensé que c'était peut-être simplement une habitude de langage, la façon dont certaines personnes disent nous quand elles pensent à quelque chose de plus vague que ce qu'elles entendent. À la 5e ou 6e fois, je savais que ce n'était ni l'un ni l'autre. J'ai aussi remarqué à cette époque que Mathilde avait commencé à gérer les questions concernant la maison avec les entrepreneurs, avec les livreurs, avec un voisin qui était passé pour une histoire de clôture. Comme si elle était la propriétaire et que j'étais une invitée qui se trouvait là par hasard. En novembre, un homme est venu donner un devis pour refaire la toiture. J'étais là. Il a sonné à la porte. Mathilde a répondu, l'a emmené faire le tour de la propriété, s'est assise avec lui à la table de la cuisine et a discuté du projet pendant 45 minutes pendant que j'étais assise au salon. Quand il est parti, elle est venue me voir pour me donner le montant du devis et m'a dit qu'elle pensait que nous devrions signer avec lui. J'ai dit avec autant de patience que je pouvais en trouver en moi-même que j'examinerais le devis et que je prendrais ma propre décision concernant mon propre toit. Elle m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme une légère surprise, comme si j'avais dit quelque chose d'un peu déraisonnable. J'ai appelé Claire ce soir-là. Claire, qui est vive et prudente et qui ne s'alarme pas facilement, a écouté tout ce que j'avais à dire et est restée silencieuse un moment après. Puis elle a dit, « Maman, je pense que tu dois noter tout cela. » Pas parce que quelque chose de criminel se passait, a-t-elle expliqué, mais parce que les schémas comptent et qu'il est utile d'avoir une trace. J'ai donc commencé à prendre des notes, les dates, les incidents, les mots exacts quand je pouvais m'en souvenir. Je suis une infirmière retraitée. Je sais comment tenir des notes cliniques. Je sais comment être précise. Décembre est passé. Janvier est arrivé, la maison continuait de changer autour de moi par petites touches. Un nouveau tapis de bain que je n'avais pas acheté. Une marque différente de liquide vaisselle qui apparaissait sous l'évier. Mes livres de jardinage déplacés de l'étagère de la véranda vers un carton au sous-sol pour faire de la place à la collection de magazines de décoration de Mathilde. Et puis, au milieu du mois de février, Mathilde m'a demandé très nonchalamment au petit déjeuner si j'avais pensé à déménager un jour dans quelque chose de plus petit.
J'ai levé les yeux de mon café. Elle a dit qu'elle demandait seulement parce que, d'un point de vue pratique, la maison était assez grande pour une seule personne. Elle disait cela alors que nous étions 3 à y vivre. Elle a dit qu'un appartement en copropriété pourrait être plus facile à gérer pour moi, moins d'entretien, plus d'activités sociales. Elle a mentionné une résidence près de Limonest qu'elle avait vue dans une publicité. J'ai dit avec beaucoup de soin que j'avais 65 ans, que j'étais en excellente santé et que je n'avais aucun projet de quitter ma maison. Elle a hoché la tête comme si elle avait pris note de ma réponse et a changé de sujet. J'ai fini mon café. J'ai lavé ma tasse. Je suis allée dans mon bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai pensé à mon mari qui s'était assis à ce même bureau pendant 20 ans. Et j'ai pensé à mes enfants apprenant à marcher sur ces parquets. Et j'ai pensé à 35 ans de vie qui s'étaient déroulés entre ces murs. Et puis j'ai appelé un avocat, pas parce que j'étais en danger immédiat de perdre quoi que ce soit. Mon nom était sur le titre de propriété. J'étais la seule propriétaire de ce bien. Il n'y avait aucun mécanisme légal par lequel Mathilde pouvait me prendre cette maison. Mais j'avais été infirmière assez longtemps pour savoir qu'on n'attend pas une crise pour s'y préparer. L'avocate que j'ai appelée était une femme nommée Maître Patricia Durand qui m'avait été recommandée par une collègue il y a des années. J'ai expliqué la situation. Elle a écouté attentivement. Elle m'a conseillé de m'assurer que tous les documents importants étaient stockés quelque part à l'extérieur de la maison, mon testament, le titre de propriété, les relevés financiers. Elle m'a également recommandé de consulter un notaire pour mettre à jour mon testament, qui n'avait pas été touché depuis la mort de Jean-Pierre. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai mis à jour mon testament. J'ai désigné Claire comme exécutrice testamentaire. J'ai également apporté quelques modifications à la répartition des biens que je décrirai bientôt. Entre-temps, j'ai également fait installer une caméra de sécurité, le genre petit et discret, positionnée dans le couloir de l'étage là où mes photos étaient accrochées. Je n'en ai parlé à personne. Et puis est venu ce mardi soir de mars où je suis rentrée d'un dîner avec 2 amis de mon ancien service à l'hôpital, j'ai marché dans mon couloir et j'ai trouvé un cadenas sur la porte de mon bureau, la pièce qui contenait les journaux de mon mari. Les photographies que j'y avais déplacées pour les mettre en sécurité, mes dossiers financiers, ma correspondance personnelle, le fauteuil à bascule que Jean-Pierre avait restauré lui-même l'hiver avant de tomber malade. Je me suis tenue devant cette porte et je me suis dit, ça y est. Le lendemain matin, je me suis levée à 5h30, comme d'habitude. Je me suis habillée. Je suis allée à la cuisine et j'ai fait du café. Et puis à 6h du matin, pendant que mon fils et sa femme dormaient, je suis allée au garage et j'ai trouvé la pince Monseigneur que j'avais achetée 3 semaines auparavant et placée dans ma boîte à outils exactement dans ce but. J'ai fait sauter le cadenas. Je l'ai posé sur le sol du couloir. Je suis entrée dans mon bureau. Je me suis assise. J'ai sorti une feuille de papier et un stylo, pas d'imprimante. Un stylo parce que certaines choses méritent d'être écrites à la main. Et j'ai écrit, je veux vous dire ce que j'ai écrit parce que je pense que les mots sont importants. J'ai écrit, ceci est ma maison. Pas avec colère, pas comme une accusation, juste ce fait, posé seul en haut de la page, comme un titre au-dessus d'un document. J'ai écrit sur Jean-Pierre et comment nous avions choisi chaque pièce de cette maison ensemble et comment son souvenir vivait dans ces murs d'une manière qu'aucune impression abstraite ne pourrait remplacer et qu'aucun cadenas ne pourrait contenir. J'ai écrit sur Julien, pas méchamment. J'ai écrit que j'aimais mon fils sans condition, que je l'aimais depuis l'instant où il était né, et que l'aimer ne m'obligeait pas à abandonner ma maison ou ma dignité ou les journaux de mon défunt mari. J'ai écrit que j'avais consulté un avocat. J'ai écrit que mon testament avait été mis à jour. J'ai écrit que la maison irait à Claire ainsi que la majorité de mes biens et que cette décision était définitive, qu'elle avait été déposée chez mon notaire et qu'elle n'était pas sujette à renégociation. J'ai écrit que je leur donnais 60 jours pour prendre d'autres dispositions. Et j'ai écrit tout en bas quelque chose à quoi je pensais depuis des semaines. Quelque chose qui semblait vrai de la manière dont seules les choses les plus simples semblent vraies. Vous ne pouvez pas construire votre avenir dans le présent de quelqu'un d'autre. Cette maison est mon présent. J'espère que vous trouverez le vôtre. J'ai signé de mon nom complet. Martine Anne Lefebvre. Je l'ai plié et j'ai écrit le nom de Mathilde à l'extérieur.
Je l'ai laissé sur la table de la cuisine et je suis retournée dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Je les ai entendus se réveiller vers 7h30. J'ai entendu la bouilloire. J'ai entendu le silence qui suit l'ouverture et la lecture d'une lettre qui change la forme d'une matinée. J'ai entendu la voix de Mathilde, basse et contrôlée. J'ai entendu la voix de mon fils, basse elle aussi, pendant longtemps. À 8h, Julien a frappé à la porte de mon bureau. J'ai dit, entre. Il s'est assis en face de moi. Il ressemblait, me semblait-il, à un homme qui avait dormi pendant 2 ans et qui commençait seulement à comprendre cela. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué et jeune et un peu honteux. Et je veux être clair sur le fait que je n'en ai ressenti aucune satisfaction. Il était toujours mon fils. Il serait toujours mon fils. Il a dit qu'il n'était pas au courant pour le cadenas. Il l'a dit doucement et je l'ai cru parce que Julien n'a jamais été un bon menteur, pas depuis qu'il avait 9 ans et qu'il essayait de me convaincre qu'il n'avait pas mangé le dernier biscuit avec des miettes encore sur son t-shirt. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il ne savait pas que les choses en étaient arrivées à ce point. J'ai dit doucement que je pensais qu'il n'avait peut-être pas prêté attention et que ne pas prêter attention est un choix même quand on n'en a pas l'impression. Il est resté silencieux un moment. Puis il a demandé s'il y avait un moyen pour que je reconsidère les 60 jours. J'ai dit, non. Il a hoché la tête. Il a regardé la photo sur mon bureau, celle de lui, Claire, Jean-Pierre et moi au parc de la Tête d'Or quand les enfants étaient petits, nous 4 dans la lumière de l'automne. Il l'a regardé pendant longtemps. Puis il a dit, je suis désolé, maman. Et j'ai dit, je sais. Je t'aime. Maintenant, va trouver ce qui vient après. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Je veux être honnête à ce sujet. Il y a eu des soirées tendues. Il y a eu des conversations qui tournaient en rond. Mathilde ne m'a pas parlé directement pendant la première semaine après la lettre, ce qui me convenait tout à fait. Julien a commencé à chercher des appartements. Il en a trouvé un à Saint-Priest, un 3 pièces, loyer raisonnable, disponible au 1er avril. Claire est descendue d'Annecy le 2e week-end de mars. Elle m'a aidé à raccrocher les photos de Jean-Pierre dans le couloir. Les impressions abstraites sont allées dans un carton que Mathilde a emporté avec elle quand elle est partie. Le coq en céramique est revenu du garage et a repris sa place sur le rebord de la fenêtre à côté de l'évier là où il doit être. Le dernier jour de mars, Julien et Mathilde ont chargé un camion de déménagement dans l'allée. Cela a pris la majeure partie de la matinée. J'ai fait des sandwichs et je les ai laissés sur le plan de travail, pas vraiment comme une offre de paix. Exactement. Mais parce que nourrir les gens est quelque chose que je fais instinctivement, comme on respire. Mathilde n'en a pas pris. Julien en a pris 2 et m'a remercié. Avant de monter dans le camion, il m'a serré dans ses bras pendant longtemps. Il a dit qu'il allait t'appeler plus souvent. J'ai dit que j'en serais ravie. Je me suis tenue à la porte d'entrée et j'ai regardé le camion sortir de l'allée. Puis je suis entrée, j'ai mis la bouilloire en route et je me suis tenue dans ma cuisine dans le calme de ma propre maison. Et pour la première fois en 22 mois, chaque pièce de cette maison me semblait à nouveau mienne. Je vous raconte cela parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Pas comme une histoire de colère ou de vengeance ou de victoire, mais comme l'histoire d'une femme qui a pris son temps, qui a réfléchi soigneusement, qui a agi avec intention plutôt que par réaction. Et qui n'a pas abandonné ce qui lui appartenait simplement parce que quelqu'un supposait qu'elle le ferait. Je veux dire quelque chose à quiconque se retrouve dans une maison qui ne ressemble plus à un foyer. Dans une vie qui a été lentement réorganisée sans votre permission, dans une situation où les gens qui devraient vous protéger ont choisi, même passivement, de ne pas le faire. Vous n'êtes pas obligé de vous faire plus petit pour accommoder l'ambition de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas tenu d'accepter une érosion lente de votre propre vie par peur du conflit ou par désir de maintenir la paix. Une paix qui s'achète avec votre dignité n'est pas la paix. C'est une reddition habillée de vêtements polis. Et voici l'autre chose que je veux dire parce que je pense que c'est important et que je ne l'avais pas compris assez clairement pendant la première année de tout cela. L'amour ne vous oblige pas à tolérer le manque de respect. Ce ne sont pas des forces opposées. Vous pouvez aimer votre fils complètement et quand même dire ceci est ma maison et je ne permettrai pas que cela continue.
Vous pouvez porter ces deux choses à la fois. En fait, la chose la plus aimante que j'aurais pu faire pour Julien, pour l'homme que j'ai élevé et l'homme que je voulais qu'il devienne, était d'être clair sur ce que j'accepterais et ce que je n'accepterais pas. Parce que quand nous permettons aux gens de nous traiter mal sans conséquence, nous ne protégeons pas la relation. Nous leur apprenons que nous sommes disponibles pour être maltraités. Et cette leçon ne fait de bien à personne. La maison est calme maintenant. Mon jardin a magnifiquement poussé en mai. Claire était là pour le long week-end de juillet et nous nous sommes assises sur le perron arrière et avons bu du vin en discutant jusqu'à minuit, comme nous le faisions avant que tout ne devienne compliqué. Julien appelle le dimanche soir la plupart des semaines. Nous parlons de choses ordinaires. Il a l'air d'aller mieux qu'avant. Je pense que Mathilde et moi ne serons jamais proches et j'ai fait ma paix avec cela. Le fauteuil à bascule est toujours dans mon bureau, exactement là où il doit être. Et certains matins, dans le calme matinal avant que le reste de la rue ne se réveille, je m'y assois avec mon café et je sens Jean-Pierre dans la pièce avec moi. Pas de manière mystique, juste de la manière dont les lieux aimés gardent la forme des gens qui les ont aimés. Et je pense à ce que cela signifie d'avoir une maison, pas une propriété, pas un actif, une maison, un lieu qui porte votre histoire et contient vos souvenirs et reflète dans chaque pièce la vie que vous avez réellement vécue. Cela vaut la peine d'être protégé. Quoi qu'il en coûte, quel que soit l'inconfort, quelles que soient les conversations difficiles qui doivent avoir lieu d'abord, protégez-le parce que personne d'autre ne le fera pour vous et que vous en valez l'effort. Cette histoire nous rappelle avec force que vieillir ne signifie pas s'effacer. Martine nous donne une leçon de courage et de limites saines au sein de la famille. Trop souvent, on attend des parents, surtout des mères et des veuves, qu'elles se sacrifient ou qu'elles cèdent leur place pour la nouvelle génération. Mais le respect n'est pas à sens unique. En posant ce cadenas, la belle-fille de Martine a franchi une ligne rouge, celle de l'intimité et de la propriété. Martine a su répondre avec une élégance et une fermeté exemplaires, prouvant que l'amour pour ses enfants ne doit jamais se faire au détriment de son propre respect. Il est essentiel de comprendre que protéger son espace, c'est aussi protéger sa santé mentale et son histoire. En agissant comme elle l'a fait, elle n'a pas seulement sauvé sa maison, elle a aussi aidé son fils à ouvrir les yeux sur les réalités de son propre couple et sur le respect dû à ses aînés. C'est un récit inspirant pour tous ceux qui se sentent envahis ou oubliés dans leur propre foyer. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une situation similaire où un proche a tenté de prendre le contrôle de votre maison ou de votre vie ? Auriez-vous eu la force de Martine pour donner un préavis de départ à votre propre enfant ? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres personnes dans la même situation.